Bonjour à tous. J'espère que voilà, ça va bien passer. Moi, je suis Laurence Romanaz. Donc, je travaille au CIDAM, qui est le service interdépartemental pour l'animation du Massif central. Et c'est le regroupement des chambres d'agriculture du Massif central. Et on est partenaire dans un projet qui s'appelle PASTOM. Et dans le cadre de ce projet, voilà, on a travaillé sur les leviers d'adaptation face au changement climatique sur les espaces pastoraux du Massif central, euh, et à travers des expériences d'éleveurs. Donc en fait, ce projet PASTOM a été mis en place en 2021-2022 avec un nombre de partenaires qui à l'époque était plutôt limité, puisqu'il y avait la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, la Chambre d'agriculture de la Corrèze, le CIDAM et Auvergne-Estive, et des prestataires comme la Chambre d'agriculture du Lot, du Puy-de-Dôme et l'Association pour la montagne limousine, pour le pastoralisme de la montagne limousine, pour réaliser ces enquêtes, plus particulièrement tout ce travail sur l'axe pastoralisme et changement climatique. Donc, ce projet, bien sûr, contenait plusieurs actes de travail, et c'est un projet qui est soutenu par la Convention de Massif central. Voilà pour le contexte. Donc, en fait, l'objectif, c'était de mieux connaître ce qui se passait sur le terrain et comment les éleveurs, euh, dans leur pratique pastorale, s'adaptaient au changement climatique. Et de savoir si on est un peu parti d'un prérequis, hein, c'est-à-dire de dire les surfaces pastorales sont un levier d'adaptation. Et en fait, l'objectif, c'était de voir si c'en était vraiment un. Et comment est-ce que ces surfaces pastorales permettent d'être un levier d'adaptation. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réalisation d'enquête, pour avoir un recueil d'expériences. Alors, juste une petite précision, ce n'est pas moi qui ai réalisé les enquêtes. Je n'étais pas encore au CIDAM à cette époque. Ce sont des conseillers, des conseillères pastorales sur le pastoralisme, en Massif central, donc soit d'Auvergne-Estive, soit des chambres d'agriculture. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà à la base, le Massif central, c'est un territoire qui est très divers, très varié, du nord au sud. Et là, l'idée, c'était d'avoir un retour d'expérience assez large sur des territoires très variés, mais aussi sur des systèmes très différents. Donc voilà, vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir, il y a eu des enquêtes aussi bien sur le plateau de Mille Vaches que sur les monts de l'Ardèche, que dans le Lot ou le Cantal et les Causses. Voilà. Et on a aussi multiplié les diversités de formes de pastoralisme, que ce soit à travers des formes de pastoralisme individuelles ou collectives. Et donc, sur les systèmes qui ont été enquêtés, il y avait aussi bien du bovin, de l'ovin et du caprin. Donc, l'objectif, c'était d'avoir un panel le plus diversifié possible. Euh, donc, en tout, on a fait une quinzaine d'enquêtes qui ont permis, déjà dans un premier temps, de mieux connaître, bien sûr, les agriculteurs, leur système et les problématiques auxquelles ils étaient confrontés. Donc, les problématiques, c'est vrai que quelque part, il n'y a pas de surprise. On a essayé toutefois de les classer pour derrière les classer aussi les leviers. Donc, ces problématiques soulevées, elles dépendent d'un manque de surface et de surcharge face à une baisse de la ressource fourragère et de la disponibilité en eau autour de l'exploitation. Une surcharge des surfaces et une difficulté de réaliser des dérobés, de trouver d'autres tout types de fourrage, un système fourrager inadapté et non optimisé, et un manque d'autonomie fourragère qui menace la production laitière, donc là qui avait vraiment été revendiqué ainsi. Le changement climatique, donc, qui impacte sur les systèmes, ça, c'est pas une surprise, hein, mais on a des systèmes qui se retrouvent non adaptés à des étés de plus en plus chauds et une baisse de la pluviométrie, ou tout au moins une pluviométrie qui est concentrée sur certaines saisons et notamment à l'automne. Des systèmes non adaptés à la fréquence et à l'allongement des épisodes de canicule.
et à une raréfaction de la ressource, a fortiori liée au changement climatique. Donc, une autonomie fourragère qui se complexifie, donc avec des surfaces qui sont détériorées par les sécheresses, par le changement climatique, mais aussi par les ravageurs. On a aussi cette problématique de râteau-pied qui fait qu'accroître la problématique de l'autonomie fourragère. Une composition de la surface fourragère atypique qui pourrait être un handicap, des landes, des tourbières, des zones humides, pas toujours facile à valoriser. Et une difficulté à valoriser pleinement la ressource liée à de multiples facteurs, que ce soit dans le type de réaliser son pâturage ou sur les végétaux qui sont présents et leur raréfaction. Et aussi une problématique soulevée sur le système d'élevage et la production qui est directement impacté. Qui engendre aussi des difficultés financières qui peuvent être multifacteurs, mais voilà, c'est malheureusement une des problématiques qui en découle. Une production impactée en qualité et en quantité. Donc, c'est un exemple, la qualité, en termes de qualité, la conformation des agneaux notamment. Donc, ces problématiques soulevées, soulevées par les agriculteurs, eux, ce sont vraiment eux, voire avec un accompagnement réalisé par les services pastoraux, ils ont réfléchi à comment trouver des leviers pour adapter leurs exploitations d'eux-mêmes. Donc, ça a pu se faire de manière très longue dans le temps ou de plus rapide face aux dernières canicules qu'ils ont pu subir sur les années 2018-2019. Donc, en fait, on a essayé de classer ces leviers d'action à travers un travail sur la surface et la ressource, avec mobilisation d'estives, l'acquisition de nouvelles terres, la réouverture des milieux, la complémentarité des milieux, l'utilisation de zones humides et de tourbières, l'intensification de la ressource, avec la mise en place d'autres types de fourrage, mais aussi le renouvellement des prairies. Une utilisation des pâturages optimisés avec du pâturage tournant, de l'arrêt du déprimage, la modification du calendrier de pâturage, pâturage de nuit, pâturage hivernal, une modification de la conduite de l'élevage, notamment en changeant de race, en plantant des haies, en diminuant le chargement, avec des systèmes tout en herbe ou du gardiennage, et aussi avec une modification éventuelle des bâtiments. Afin de valoriser ces résultats, on a fait le choix de retravailler le classement de ces leviers d'action pour pouvoir communiquer dessus, je vais y revenir après, sous forme de fiches, mais aussi une valorisation numérique. Pour que ça soit plus simple, en fait, on a retravaillé ces leviers pour que ça soit plus facilement réutilisable par d'autres agriculteurs aussi, et que ça puisse donner des idées aussi d'accompagnement éventuels par des conseillers de services pastoraux. Donc, on a classé ces leviers d'action à travers 4 thématiques: utilisation d'une estive, évolution de surface pastorale, optimisation du système hébergé, optimisation du système d'élevage. Et dans ces 4 grandes thématiques, on a voulu mettre en avant une sous-thématique à travers un témoignage qu'on a pu réutiliser, notamment à travers une campagne Facebook entièrement dédiée sur ce travail-là. Donc, dans l'utilisation d'une estive, on a mis comme exemple la mobilisation d'une FP, l'intégration dans un groupement pastoral, le pâturage d'une estive propre, l'adhésion à une coopérative d'estive. En termes d'évolution des surfaces pastorales, on a mis en exemple l'acquisition de surfaces supplémentaires, la réouverture de surfaces délaissées, l'entretien de surfaces pastorales. Dans l'optimisation du système herbagé, on a mis comme exemple un refend de parcs de pâturage, un pâturage de sous-bois,
la valorisation de zones humides ou de zones atypiques et la mise en place de garde du troupeau. Et enfin, sur l'optimisation du système d'élevage, on a pu mettre en place, on a mis en place comme exemple le changement de conduite et d'animaux vendus, le décalage de la période d'agnellage et le changement de race. Donc l'objectif, en fait, c'était d'abord de mieux connaître les pratiques et les leviers mis en place par les agriculteurs, mais c'était aussi de communiquer et de valoriser les résultats de ces enquêtes pour que d'autres agriculteurs pratiquant le pastoralisme puissent les utiliser assez facilement. Donc, ce qu'on a quand même souhaité soulever à travers ces leviers d'action et bien mettre en avant, c'est que le rôle des surfaces pastorales face au changement climatique est très important. Puisque les agriculteurs qu'on a enquêtés ont mis en avant le fait que ces surfaces pastorales leur permettaient d'acquérir plus d'autonomie fourragère, notamment au moment du déchargement de l'exploitation, en assurant tout ou partie de l'alimentation à des périodes clés où il y a moins de fourrage ailleurs, en libérant des surfaces productives, et ça permet une utilisation des moyens lorsqu'il y a une entité collective. Et en fait, il y avait quand même une vraie volonté de mettre en avant le fait que ces pratiques pastorales doivent être vues en complémentarité avec le reste du système et de trouver vraiment un équilibre des systèmes fourragers et pastoraux. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Il n'y a pas de solution toute faite, ça a été évoqué tout à l'heure, mais il n'y a pas de solution toute faite. C'est suivant le système, suivant les capacités d'adaptation de ce système, qu'une surface pastorale pourra être utilisée de telle ou telle manière. Mais cette complémentarité du reste, avec le reste du système, des espaces pastoraux permet une augmentation de la productivité des surfaces non pastorales, puisque voilà, dans le Massif central, on a souvent plusieurs types de production fourragère. Donc, comme je vous le disais, l'objectif aussi, c'était de valoriser ces données. Donc, tout ce que je viens de vous dire, vous le retrouvez, on a une page dédiée sur le site du CIDAM, mais on a aussi réalisé donc une vidéo. Vous retrouverez les liens, vous pourrez aller les voir. Donc, c'est une vidéo sur tout le travail de Pastom, mais avec un accent plus particulier sur ses travaux sur le changement climatique. Et puis, du coup, donc, les fiches, ces fiches, elles ont été réalisées avec une trame unique. Elles ont été publiées, donc on les retrouve en format numérique. On en a aussi en format papier. L'objectif, voilà, c'est de pouvoir les distribuer au sommet de l'élevage, par exemple, ou lors d'événements importants, ou par les conseillers qui ont réalisé ces enquêtes, de pouvoir les distribuer dans leur zone de travail. Et de pouvoir valoriser tout ce qui a pu être dit par les agriculteurs pratiquant le pastoralisme. Donc, ces fiches, elles ont une trame unique avec les grands traits de l'exploitation et du système, une carte de situation, la situation face au changement climatique, quel était le constat, qu'est-ce qui a amené l'agriculteur à réfléchir à des leviers mis en place, et les bénéfices acquis. Et enfin, il y a un petit cadre qui est laissé aussi au témoignage des exploitants pour faire un peu de dynamique. Et puis, voilà, c'est très important aussi d'avoir ce retour-là. Ces fiches, elles ont été mises dans un recueil, donc un livret qu'on a surtout distribué aux enquêtés, aux agriculteurs qui ont été enquêtés. Ça leur permettait d'avoir un retour du travail. Souvent, on se dit on fait des enquêtes et puis les personnes qui ont été enquêtées, elles ont peu de retour. Donc là, l'objectif, c'était vraiment qu'ils aient un rendu. Donc, c'était un joli petit livre. Et donc, je vous en ai parlé, donc la page Facebook avec un plan de communication spécialement dédié sur 4 semaines. Donc, on a fait ce plan de communication en 2023, puisque ces fiches datent un peu. Par contre, on le remobilise régulièrement en dépoussiérant. Mais voilà, c'est quelque chose qui marche bien, qui intéresse apparemment la communauté des personnes qui sont sur Facebook. Donc, on le réutilise, on l'a déjà republié fin 2024, donc un an après. Et ça
il y a eu beaucoup de connexions. Voilà, donc juste, je vous montre une fiche pour que vous pouvez les retrouver hein, sur le site, mais pour vous donner une idée, si ça veut bien s'ouvrir, parce que la connexion n'est pas... Donc, c'est des fiches en PDF que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Juste pour info, dans ce travail d'enquête, pour alimenter ce travail d'enquête, on a bien entendu fait attention à RGPD et donc on a la validation, ben non, ça ne veut pas s'ouvrir, la validation des agriculteurs pour pouvoir diffuser, puisque ce n'est pas anonymé. Donc voilà, je vous montre un exemple d'une enquête qui a été réalisée donc avec la constitution hein, donc c'est on est sur le massif du Sancy. On est encore Voilà. sur le diaporama. Ah mince, pardon. Faut que je fasse autrement. Alors excusez-moi. Je vais partager juste la fiche. Voilà, pour vous la montrer très rapidement. Là, vous la voyez du coup? C'est en train de charger. C'est bon. Voilà. Donc, une fiche sur le massif du Sancy qui retrace, voilà, comme je vous l'avais dit, pour les grands traits du système d'exploitation et puis les remarques et puis ce qui a été mis en place pour pallier ce changement climatique. Donc, je vais très vite hein, parce que l'heure tourne, mais voilà, c'est pour vous informer. Et puis, comme je vous disais, les petites conclusions par l'agriculteur. Voilà, et donc juste pour finir ma présentation, si je reviens à la fin, où j'en étais, hop, donc la valorisation. Et enfin, juste pour vous dire que donc, ce projet PASTOM était en 2021-2022. Que le réseau s'est étoffé et qu'on est parti sur une sur un PASTOM 2, une deuxième version, afin d'enrichir les connaissances et le travail sur des thématiques communes du pastoralisme au Massif central. Et en 2025-2026, on est reparti sur une nouvelle convention du réseau des acteurs du pastoralisme au Massif central. Et là, on travaille à nouveau sur trois grands axes, deux grands axes essentiellement, ce qui sont l'accompagnement des estives collectives, des éleveurs, des bergers, des territoires pastoraux, et un axe 2 sur le développement du réseau. Alors, quand on parle de développement du réseau, c'est essentiellement de l'interconnaissance, de l'échange, du partage sur les pratiques pastorales des différents territoires du Massif central, puisqu'il y a une composante très riche. Voilà, donc sur les fiches, une fois que vous les avez téléchargées, chaque fiche, son auteur est mentionné. Et si vous voulez échanger, j'ai plus avec des conseillères qui m'ont accompagnée pour construire ce diaporama. Donc, c'est Leslie Frileux et Jessica Fressard. Et voilà, qui pourront vous répondre par mail si vous avez des questions plus techniques, on va dire. Voilà, merci de votre attention. Beaucoup. Merci pour ta présentation, Laurence. Est-ce qu'il y a des petites questions de compréhension ou on prend la discussion globale et on en profite aussi, voilà, s'il y a des questions de précision? Donc, je vous laisse lever la main et prendre la parole ensuite. Ah, François. Je vous laisse à chaque fois vous présenter pour quand on prend la parole. Comme ça, voilà, on sait d'où ça vient. Oui, j'espère que la connexion est bonne et que vous m'entendez bien. Je m'appelle François Prudhomme, je travaille au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et donc mon regard est plus tourné vers les estives que vers les alpages. Et je voulais connaître les difficultés potentielles de retranscription des méthodes des Alpes aux Pyrénées, en particulier dans la définition des types agroclimatiques et de la sensibilité des parcours au changement climatique. Est-ce que les modèles sont facilement transposables d'un territoire à un autre ou est-ce que ça nécessite de repartir d'assez loin si on s'imagine transposer les choses dans les Pyrénées? Donc c'était pour Émilie Crouzard, je n'ai pas précisé, mais j'imagine que vous l'avez compris. Et puis Herman, tu compléteras ma réponse.
Par rapport aux Pyrénées, c'est vrai que donc nous, on travaille pas du tout sur cet espace pyrénéen. On est vraiment centré sur le massif des Alpes. Pour autant, on a déjà eu des discussions avec différents partenaires au niveau des Pyrénées pour voir comment est-ce que certains des éléments qu'on travaille pouvaient être intéressants aussi à porter dans les Pyrénées. Et par rapport à la question climatique, je pense qu'il y a un travail assez fluide, on va dire, d'élargissement des indicateurs agroclimatiques et de leur calcul sur les estives qui pourrait être fait sans... Enfin, il y a du boulot derrière, mais je pense que conceptuellement, il n'y a pas vraiment d'obstacles majeurs. Faudra peut-être, il y a certains indicateurs qui pourraient être amendés vis-à-vis de certaines spécificités, des indicateurs je ne sais pas exactement lesquels, mais voilà, qui pourraient être retravaillés. Mais je pense que la démarche peut être transposée de manière assez fluide. Pour ce qui est de l'identification des types de milieux, Herman, peut-être que je te laisse démarrer la réponse. Ouais, ok. Bonjour à tous. Donc Herman Daudier, moi je travaille avec Émilie donc sur le programme Alpage Sentinelle. Par rapport à la question, effectivement, ce qu'a dit Émilie, moi je suis assez d'accord. Sur le volet agro-météo, je pense que les indicateurs agro-météo, ils sont remobilisables, quel que soit le contexte, a priori, c'est des fondamentaux. Et ensuite, il faut bien sûr en avoir les calculs sur la base des données météo du massif. Après, sur les aspects ressources, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses en fait. On a des suivis de terrain qui permettent de lire des grandes tendances en termes de composition ou de biomasse, comme l'a présenté Émilie. Je pense que les méthodes développées, elles peuvent être tout à fait reprises dans l'État, mais bien sûr, après, on peut pas. Il y a des milieux qui sont les mêmes dans les Pyrénées. D'ailleurs, le deuxième élément de la réponse, c'est le volet sur la diversité des milieux pastoraux qu'on a pu élaborer dans le cadre de la Pastothèque. Ça, le Alpage Sentinelle n'a pas fait ça seul, il a fait ça en partenariat avec beaucoup de structures, dont dans les Pyrénées. Et j'ai vu qu'il y avait Raphaël Charmetan, notamment dans l'Assemblée là. Donc, il y avait les Hautes-Pyrénées également. Donc, il y a des éléments en termes de méthodes qui sont reprenables, mais il y a des éléments en termes de type de milieu qui sont aussi présents dans les Pyrénées. Donc, je pense qu'il y a matière à s'appuyer aussi sur ce premier volet. Et puis après, effectivement, sur des milieux qu'on n'aurait pas identifiés, il y a certainement des choses à mettre en place si on veut aller un petit peu plus loin sur les résultats de suivi. Et là, bien sûr, la méthode est reprenable, mais à décliner, bien sûr, selon les milieux qui sont les vôtres et les priorités que vous voulez y mettre, quoi. Merci pour vos retours. Élodie? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ces présentations qui étaient très intéressantes. Moi, j'avais également une question pour Émilie Crouzat et ou Herman Daudier par rapport au suivi climat sur les estives et à l'instrumentation. Est-ce que vous êtes parti du coup de stations météo existantes? Est-ce que vous avez complété le panel? Parce que du coup, vous disiez que vous faisiez une rétrospective sur le climat récent, et du coup, selon le réseau de stations météo dont on dispose, c'est plus ou moins facile d'avoir des données selon les versants, selon les orientations, selon les altitudes. Et du coup, pour le futur, est-ce que vous partez des projections globales, enfin voilà, les modèles que vous utilisez pour le futur, et est-ce que du coup vous avez complété aussi par de l'instrumentation locale, notamment pour définir les types agroclimatiques dont vous disiez que c'était défini en fonction de la précocité de démarrage du printemps et du bilan hydrique estival? Voilà, est-ce que c'est des estimations globales et des modélisations globales, ou est-ce que vous avez complété l'instrumentation des territoires concernés pour avoir des données plus fiables? Merci beaucoup. Merci pour la question. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas précisé durant la présentation. Les données sur lesquelles on s'appuie sont pas directement des données de station météo. En fait, c'est des données qu'on appelle de réanalyse qui sont générées par Météo France, et donc en fait, ce sont des modèles utilisés par Météo France qui sont recalibrés par des données stations. Et donc c'est une chaîne de traitement qui est pilotée par Météo France et à laquelle on accède nous en fin de séquence de traitement. C'est des données qui sont déclinées de manière spécifique pour la montagne avec des localisations qui sont caractérisées par différents types de massifs, une donnée de pente, d'exposition et d'altitude. Et en fait, c'est sur la base de ces combinaisons de tranches d'altitude, d'exposition, de pente et la localisation dans quel massif chaque localisation est située, qu'on a des données climatiques. Et après, nous, on reconstitue l'alpage, on va dire, à partir de ces données localisées. Donc, c'est pas des données d'instrumentation, ce qui nous permet de couvrir en fait
une diversité de situations bien plus vaste que si on devait uniquement reposer nous-mêmes sur les données stations. Et c'est pour ça qu'on travaille dans un partenariat vraiment étroit avec Météo France sur ces questions. Et donc, il y a un gros boulot d'ingénierie de la donnée et de calcul en amont pour arriver aux données qui sont mises en ligne, par exemple, sur l'interface. Donc ça, c'est en ce qui concerne les données passées. En ce qui concerne les données futures, là, on suit en fait les méthodologies qui sont celles qui sont travaillées dans le cadre du GIEC, par exemple, où on travaille sur la base de scénarios climatiques et en couplant différents modèles qui permettent d'envisager différentes trajectoires climatiques jusqu'à l'horizon 2100. Et donc là, c'est pareil, c'est un travail vraiment de type climatologique, quoi, qui combine différents types de modèles et différents types de scénarios et qui après moyenne les résultats pour prendre en compte au mieux, on va dire, les incertitudes associées. Et donc finalement, l'instrumentation qu'on peut avoir en local, au niveau d'Alpage Sentinelle, on ne s'appuie pas directement sur ces données qui pourraient être très localisées à l'échelle de différents alpages, même si certains territoires, comme par exemple le Parc national des Écrins, par exemple, a des pluviomètres pour lesquels il y a des relevés qui sont réalisés chaque année sur des sites bien particuliers, mais c'est pas ça qui nourrit nos modèles agroclimatiques, disons. Et pour conclure, sur les types agroclimatiques qui étaient présents sur la carte, c'est vraiment un outil de visualisation rapide qui permet de distinguer des grands gradients, on va dire, à l'échelle du massif alpin, et qui se base sur 2 indicateurs simples parmi tous ceux qui sont calculés et qui sont disponibles dans l'interface. Et donc, c'est plus un outil de synthèse, on va dire, pour situer globalement un alpage face à la diversité des contextes climatiques dans les Alpes. Voilà quelques éléments. Herman, si tu veux compléter, n'hésite pas. Ouais, ça me paraît bien complet. Merci. Monique, et si vous pouvez vous présenter aussi quand vous prenez la parole. Merci. D'accord. Bonjour, Monique Varigny. Alors moi, je travaille à la DGER, la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche au ministère de l'Agriculture. Dans le cadre de l'enseignement agricole, je suis inspectrice pédagogique en production animale et je participe par exemple à l'élaboration des référentiels de diplôme des jeunes, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui sont dans l'enseignement technique agricole. Et j'aurais 2 questions. Une question pour Émilie, d'une part, et une question pour Laurence, d'autre part. Donc je me permets de les poser l'une et l'autre tant que j'ai la parole. Alors premièrement, la question pour Émilie. Vous avez évoqué, Émilie, dans les travaux, là, le fait que vous avez commencé un petit peu à travailler sur la problématique de la ressource eau, où historiquement, vous y avez travaillé beaucoup plus tard que sur le reste. Et alors moi, je ne connais pas particulièrement la problématique de l'alpage, des estives, etc. Mais je me dis que c'est peut-être une problématique importante et qui peut être très handicapante, quoi, s'il y a un manque d'eau. Voilà, donc comment vous voyez les choses, d'une part. Et puis, autre question, mais elle est plus, je pense, pour Laurence. Alors, ma question, ça concerne les problèmes éventuels. Alors, c'est sans doute pas très prégnant dans le Massif central, mais les problèmes éventuels de prédation qui peuvent aussi certainement avoir un impact sur la façon dont on s'empare des leviers là, pour essayer d'atténuer le problème du changement climatique. Et vous avez en particulier parlé d'un levier qui est mobilisé, qui est alors je crois c'était attendez, j'essaye de retrouver mes notes. La garde de troupeau. Voilà, je sais pas, vous ne l'avez peut-être pas intitulé comme ça, mais c'était sur cette thématique de la garde du troupeau. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, sachant que cette piste peut être intéressante, mais ça peut changer la donne sur le plan économique, éventuellement, sur le plan de la rentabilité de la production. Voilà, merci pour les réponses que vous pourrez apporter. Alors, on attaque sur la question de la ressource en eau. Alors, oui, c'est très juste, hein, votre remarque, elle est très pertinente. C'est vrai que c'est une ressource qui est critique et les tensions ou les questionnements qui entourent la ressource en eau, ils vont croissant. Et donc, on s'est beaucoup posé la question, en fait, dans Alpage Sentinelle, sur la manière ou la plus-value que le réseau pouvait apporter sur cette dimension-là par rapport en fait à
aux nombreux travaux qui sont portés actuellement, soit d'un point de vue technique, sur la caractérisation des équipements, des méthodes de diminution de leur impact, etc. D'une part, soit aussi sur des bilans de territoire, dans quels sont les lieux qui sont le plus en tension par rapport à cette question de la ressource en eau. Et donc, c'était pas évident pour nous de trouver notre place, on va dire, en tant que dispositif Alpage Sentinelle sur cette question, bien que l'ensemble des partenaires soient conscients que c'était une dimension fortement à enjeu. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'ouvrir un petit cycle qui est vraiment exploratoire, hein, qui construit en fait sur le fait d'être un espace de dialogue. Et c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a proposer aux différents partenaires de prendre le temps en fait d'échanger sur quels sont les fondamentaux qu'ils portent vis-à-vis de cette question de la sécurisation des ressources en eau. Est-ce qu'il y a des idées clés sur lesquelles on peut s'accorder ou du moins sur lesquelles on peut débattre? Et puis quelques éléments méthodaux, on va dire, sur comment est-ce qu'on peut ensemble raisonner ces questions de sécurisation de la ressource en eau. Et on en est là, en fait. Pour l'instant, nous, on avance pas à pas. On a fait 3 rencontres exploratoires avec les partenaires. On a quelques briques qui sont posées, mais il y a plein de choses qui restent encore à construire pour nous. Et donc, on est aussi preneur d'idées ou d'exemples d'autres régions ou d'autres dispositifs à ce sujet-là. Merci Laurence, tu complètes? Oui. Alors, c'est vrai que l'angle de la prédation n'était pas le centre de cette étude, hein. On était vraiment sur l'amélioration et l'optimisation de la ressource pastorale face au changement climatique. Alors, c'est une vraie question, même dans le Massif central. Aujourd'hui, la prédation, c'est une vraie question. C'est une vraie question sur la production, sur la conduite des troupeaux, sur l'utilisation des estives, sur le coût que ça engendre, sur la charge mentale aussi que ça a pour conséquence. Pour vous répondre par rapport vraiment à cette enquête, parce qu'on ne va pas ouvrir le débat sur la prédation aujourd'hui, mais par rapport donc à cette enquête, on a parlé en effet de gardiennage, mais c'est plus dans le sens donc de l'optimisation et la gestion, une meilleure gestion du pâturage, notamment avec des pâturages tournants, diminution de reflux, mais aussi être attentif à éviter des zones surpâturées. Et donc, c'était dans ce sens-là que du gardiennage de troupeaux avait été envisagé. Alors, ça a un coût, hein, que ce soit pour la prédation ou pas. Bien sûr, le gardiennage a un coût. Après, c'est une question d'équilibre, comme je l'ai souligné, et c'était aussi une question de choix. Et dans un dispositif collectif, d'avoir du gardiennage permet aussi de mieux gérer sa ressource et voilà, d'avoir derrière une meilleure conservation de sa ressource, mais aussi un troupeau qui mangera mieux et qui sera donc en meilleur état aussi au moment de la redescente de l'estive. Et ce coût est souvent absorbé. En fait, ils essayent de l'absorber, hein, c'est l'objectif. Et après, aujourd'hui, il y a aussi des aides qui existent pour faciliter le gardiennage sur certaines zones. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question pour toutes les deux. J'ai l'impression dans ces travaux, quand on essaie d'identifier quels sont les leviers d'adaptation pertinents, alors on fait des enquêtes sur ce qui a été fait dans le passé, ce qu'on imaginerait de faire dans le futur, par rapport aux pratiques actuelles. Et j'ai toujours du mal sur c'est quoi le bon niveau auquel il faut qu'on arrive en termes de structure d'accompagnement R&D. Parce que soit on est sur des trucs très génériques, il faut adapter la ressource ou il faut adapter l'animal. Soit on est sur des choses très pratiques qui sont liées à un agriculteur donné, et il faut implanter telle espèce dans telle proportion. Et donc du coup, voilà, c'est une question un peu globale. Suite à vos expériences par des enquêtes ou du suivi et des enquêtes et des ateliers, finalement, et la démarche que vous mettez en place sur Alpage Sentinelle, sur plutôt le guide de réflexion à avoir pour s'adapter, voilà, c'est quoi le bon niveau d'accompagnement qu'on peut avoir ou de production de connaissances pour accompagner éleveuses et éleveurs face à ces enjeux-là dans le futur? Alors, je peux juste répondre aussi parce que j'ai une casquette changement climatique. Alors c'est un peu, voilà, on travaille aussi sur des indicateurs, mais
spécifiques au pastoralisme, hein, mais avec les données P3C. Et je laisserai Émilie compléter parce que voilà, c'est le cœur de ses travaux. Mais je pense qu'il y a quand même un accompagnement nécessaire aujourd'hui sur la détermination aussi des indicateurs et leur calcul et voir quels sont les indicateurs spécifiques au pastoralisme qui peuvent être développés suivant les typologies vraiment des végétaux présents sur les espaces pastoraux qui sont pas les mêmes qu'en plaine et sur lesquels il y a des besoins aujourd'hui qui se font ressentir. Et mieux les connaître, mieux connaître ces ressources aussi, cette ressource. Donc on a des outils, hein, il y a la pastothèque, nous on a la typologie des espaces du Massif central à travers Aéole. Moi je pense qu'il y a déjà cette mieux connaître les choses. Et en effet, en travers des travaux de R&D qu'on peut aujourd'hui avoir, c'est peut-être aussi avoir une meilleure connaissance de tout ce qui a été fait et d'avoir une bonne bibliographie, un bon recueil de tout ce qui a été fait sur les différents espaces pastoraux. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui existent et qui pourraient être valorisées et partagées, mutualisées. Merci. Laissez Herman commencer sur cette question, si tu veux, Herman. Oui. Alors, c'est une très bonne question. On se la pose tous les jours presque. C'est pourquoi on fait tout ça et quel rôle ça a après, quelle articulation avec le développement et l'accompagnement. Moi, je dirais que la philosophie un petit peu qu'on a pris de notre côté, c'est de se dire, bon, c'est pas, on l'a dit plusieurs fois, hein, il n'y a pas de recette miracle et l'idée, c'est pas d'aller chercher une recette miracle qu'on va appliquer en apportant des solutions. Et c'est pas avec des suivis de terrain qu'on va apporter des éléments qui vont permettre d'accompagner les éleveurs dans leur ajustement de pratique. Après, il y a l'option effectivement d'aller faire des enquêtes pour voir comment font les uns et les autres. Et ça, c'est hyper enrichissant parce qu'effectivement, ça permet de commencer à travailler avec un pool de retours terrain, d'options que les éleveurs ont pu mettre en place, parfois dans l'urgence, etc. Et en fait, sur cette base-là, ça nous a permis de nous dire qu'est-ce qu'on veut en fait. On veut une liste à l'après-vert de solutions possibles dans lesquelles les gens vont chercher les uns et les autres ou pas. Et on s'est rendu compte que le réseau des techniciens pastoraux notamment n'était pas forcément à l'aise dans leurs échanges avec les éleveurs et les bergers sur le sujet parce que justement, il y avait une telle diversité en fait de choses qu'on pouvait mobiliser qu'on savait plus trop comment y réfléchir et comment les structurer et conduire la réflexion. C'est pour ça qu'on est parti un petit peu sur cette idée de se dire comment on pourrait finalement avoir un outil qui soit pas qui nous contraigne pas trop, mais qui vise à parcourir en fait le champ des possibles. Et c'est pour ça qu'il y a le volet 1, 2, 3 qu'a présenté Émilie, mais après, on peut le décliner encore plus. Et l'idée, c'est pas d'arriver à la solution, c'est d'arriver à des questions un petit peu plus fines, en disant, par exemple, voilà, est-ce que vous avez fait le choix, par exemple, un petit peu dans l'urgence, de réduire vos effectifs pour passer telle année? Est-ce que ça s'est accompagné d'une autre réflexion sur des modalités de conduite un peu différentes qui permettraient de trouver des marges de manœuvre sur l'alpage? Et on va chercher. Et les fiches ou les exemples de terrain qu'on a remontés sont plus là pour illustrer ce qu'on veut dire derrière tout ça. Et l'idée, c'est plus de susciter en fait la création et la recherche d'options techniques adaptées à chaque situation. Voilà. Et on peut très bien utiliser cet outil-là en échange individuel avec un éleveur, comme pour l'animation d'un groupe de travail ou autre, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'ai pas une question, c'est Herman, toujours. Mais je Vas-y, profite, vas-y. parce que c'est un petit peu en continuité de ta question. Je me suis amusé, en fait, pendant que Laurence Romanas parlait, à essayer de voir, en fait, les différentes options qui ont été soulevées, comment je pouvais les faire rentrer dans notre cadre de réflexion. Et en fait, c'est intéressant parce que nous, on rentre par l'alpage, qui est une surface pastorale, mais uniquement l'alpage. Et vous êtes rentré vraiment par le système d'exploitation dans lequel vous vous intéressez à l'articulation avec les surfaces pastorales. Et en fait, l'ensemble des solutions ou des options en fait, qui ont été identifiées auprès des éleveurs, on peut très facilement en fait, les remettre dans notre cadre. J'ai aucune difficulté à les positionner. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant de voir que des approches différentes ont permis effectivement d'avoir cette cohérence-là, quoi. Voilà. Mais en effet, c'est bien, je trouve. Alors, J. Vallée, si vous avez une question, une remarque. Oui, bonjour, Justine Vallet, vous m'entendez? Oui.
Très bien. Donc, je suis chargée de mission agroécologie au Parc du Pilat. J'avais une question pour Laurence par rapport aux enquêtes qui ont été menées du coup en 2020-2021, si je me souviens bien. Est-ce que c'est des exploitations qui sont suivies? Est-ce que dans le cadre de votre prochain programme, vous comptez retourner les voir? Et notamment, parce qu'on voit bien que les adaptations, c'est sur toute une carrière, quoi, à l'échelle d'une ferme. Et en termes de vulnérabilité, il y a. Est-ce qu'il y a un sujet sur la vulnérabilité future des exploitations qui a été identifié et qui pourrait être intéressant à creuser sur les exploitations qui ont été enquêtées ou sur d'autres éventuellement? Alors, il n'y a pas de. Enfin, ces agriculteurs, en effet, sont des agriculteurs qui sont suivis par les conseillers des services pastoraux qui les ont enquêtés. Il n'y a pas de. On ne va pas remettre à jour en fait l'enquête parce que c'est un travail qui est assez fastidieux. On sollicite certains de ces éleveurs, par contre, pour des témoignages. Donc, Émilie qui était au sommet de l'élevage, notamment le monsieur qui est venu témoigner sur la Corrèze, c'était quelqu'un qui avait été enquêté. Donc, voilà, on continue à les solliciter sur des témoignages et sur de la valorisation, en fait. Par contre, ce qu'on met en place dans le nouveau programme, c'est de travailler sur des indicateurs agroclimatiques sur le Massif central pour mieux, avec des projections à l'horizon 2050, pour mieux les accompagner. Et ça sera un travail individuel qui sera réalisé par les conseillers pastoraux qui continuent de les suivre. Donc, si les agriculteurs en ont besoin, on aura un outil, des outils pour pouvoir les accompagner dans le futur. Mais il n'y a pas de revalorisation de remise à jour des fiches, de prévu. Merci. Moi j'ai une question encore, j'en profite, on n'est pas encore au bout. Plutôt peut-être pour Herman, sur les questions d'évolution des aires biogéographiques, et donc en fonction des espèces présentes et des projections qu'on peut faire. Moi, je discutais récemment là, avec Serge Jacquat, là, qui est un bioclimatologue, agroclimatologue, et quand on discutait des questions d'adaptation sur lesquelles on travaillait, il me disait, mais en fait, vous êtes beaucoup trop frileux, et ce que vous discutez, c'est vraiment des ajustements à la marge. En fait, les végétations que vous aurez, alors, pour tour méditerranéen, en fait, il me dit, on va se retrouver dans 50 ans avec des végétations d'Andalousie, quoi. Donc, avoir une réflexion sur comment on ajuste dans des espaces de garrigues, etc., vous êtes beaucoup trop loin de la réalité. Et moi, la discussion était de dire, ouais, mais en fait, si on part sur des trucs, si on se met à raisonner sur des végétations qui sont plus du tout les mêmes et plus du tout les mêmes espaces, on n'arrivera jamais aussi à construire un dialogue et à réfléchir à l'adaptation conjointement, parce que le choc est trop gros. Et est-ce que vous avez une réflexion, vous, sur les végétations dans les estives et l'évolution qu'elles pourraient prendre alors, c'est pas peut-être dans la diversité de proportion des espèces, mais carrément dans d'autres cortèges qui arriveraient et qui seraient fondamentalement différents de ce que vous observez aujourd'hui? Oui, alors il y a presque plusieurs questions en fait dans ta question là. Moi je dirais que déjà effectivement le fait de dire si on se projette dans 50 ans avec des scénarios comme ça, je pense qu'on fait plus rien, on arrête complètement parce que on baisse les bras entre guillemets et puis en plus on sait pas vers quoi on va. Et donc effectivement nous nos travaux ils sont conduits au regard de ce qu'on observe aujourd'hui, du contexte climatique qu'on connaît aujourd'hui et effectivement peut-être que dans 50 ans on sera dans des contextes tellement autres que tout ce qu'on discute aujourd'hui n'aura plus aucun sens. C'est possible, mais on ne peut pas se baser là-dessus pour avancer aujourd'hui, je pense, à mon avis. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, je rezoome vraiment sur ce qu'on observe, nous, sur des pelouses d'alpage. Voilà. À ce jour, en termes de composition, puisque tu parlais éventuellement de pelouses de très sèches, aujourd'hui, en termes de composition, on n'observe pas de tendance d'évolution, de modification du fond du cortège d'une pelouse. Voilà, les espèces qui structurent la pelouse restent les mêmes et on n'a pas une modification complète de tout ça. Donc, on a plutôt une résilience des pelouses avec, selon les années, les espèces, par exemple, les années plus sèches et dans le cortège, et les espèces qui sont un petit peu plus résistantes à la sécheresse qui s'expriment un petit peu plus. Puis l'année d'après, on retrouve le cortège équilibré si on retrouve une pluviométrie habituelle, entre guillemets, si ça existe. Voilà. Pour autant, on a effectivement deux extrêmes. En très haute altitude et sur certaines pelouses de crête en zone méditerranéenne, où on commence à voir des changements importants.
soit des espèces sur les combats neige qui arrivent et qui ne sont pas inféodées normalement à ces milieux-là, soit des phénomènes plus de mortalité de certaines espèces sur des pelouses très sèches, sur les crêtes de Luberon notamment. Mais pour le moment, on est plutôt sur un équilibre. Et déjà aujourd'hui, on pense que on peut utiliser déjà les propriétés des végétations que l'on connaît aujourd'hui pour trouver des marges de manœuvre face à des variations interannuelles de ressources fourragères. Il y a certains types de pelouses, on a des retours de berger, les pelouses à brachypodes peinés par exemple, des choses comme ça, où on sait que déjà, on peut travailler là-dessus. Peut-être que demain, ça ne vaudra plus rien dire, effectivement, s'il n'y a plus ces pelouses-là. Mais aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on connaît, quoi, on va dire. Je te remercie. On va conclure du coup, on est dans le timing, c'est cool. Merci en tout cas à ces deux présentations. Enfin, je pense que les pas de temps et les échelles des projets n'étaient pas du tout les mêmes, mais ce que je trouvais intéressant là, c'est que pour traiter ces questions d'enjeux de changement climatique et de pastoralisme, ça montre quand même qu'il y a de la complexité, et du coup il y a des besoins de complémentarité, à la fois en termes d'espace, donc la complémentarité entre les espaces d'estive, mais aussi les autres espaces fourragers, pastoraux, mobilisés par les éleveurs pour s'ajuster. Dans les leviers aussi, c'est pas qu'un levier, mais justement, c'est de regarder la complémentarité de ces leviers, que ce soit sur la ressource, sur l'animal ou sur des ressources complémentaires, pour justement pouvoir s'ajuster à ces enjeux-là. Que les enjeux climatiques, on ne peut pas les traiter seuls, hein. On va devoir les traiter aussi avec d'autres enjeux auxquels sont confrontés les espaces pastoraux, et notamment les questions de prédation, les questions de performance économique. Et que du coup, pour les traiter, vous mettez en œuvre aussi une diversité de dispositifs de recherche et de développement, hein. Et voilà, et l'intérêt de la complémentarité entre des enquêtes, entre des suivis de long terme, entre des dynamiques collectives et participatives, pour pouvoir justement prendre en charge collectivement ces enjeux-là, quoi. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup pour ces deux présentations inspirantes pour ce deuxième épisode. On continue d'ici 15 jours. Voilà, la prochaine séquence qui est prévue, c'est le 25 mars, où là, on aura donc deux présentations, une de Caroline et Sylvain, donc de l'IDEL et de la Chambre d'agriculture 34, sur un travail autour des systèmes caprins, et un travail dans la Drôme autour du monitoring de montée-descente d'estive dans la Drôme par Fabien Candy de l'ADEME. Voilà, en tout cas, merci encore à toutes les deux plus Herman, pour les présentations. Et merci encore d'avoir été nombreux entre midi et deux aujourd'hui pour ces échanges. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci.